Ok, magnifique. On va donc, comme tu le dis, rentrer dans le vif du sujet. Donc, et voir ensemble donc comment on s'assure de créer une culture d'entreprise qui permette de délivrer la promesse de Maquin. Alors, vous comprenez avec moi que lorsque vous êtes un leader d'une équipe, vous êtes comme un cultivateur, un fermier. Qu'est-ce que le fermier fait? Le fermier, il s'assure de ce que les herbes qu'il ne veut pas voir prospérer, n'est-ce pas? Il les enlève, il les coupe assez tôt, il les déracine assez tôt. Donc, je ne sais pas si tout le monde a fait l'expérience d'aller dans un champ ici. C'est quelque chose de très formidable. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui de plus en plus sont de la troisième génération et qui n'ont pas connu le champ. Et donc, peut-être que l'exemple que je suis en train de donner ici peut tomber dans des oreilles dessous, on va dire comme ça. Mais le cultivateur, donc culture, okay, le cultivateur, donc quand il entre dans son champ, et voyez le champ comme l'entreprise, voyez le champ comme l'équipe. Il essaie de voir qu'est-ce que je veux faire prospérer, quels sont les types d'herbes que je fais prospérer, qu'est-ce qui doit pousser et donner du résultat. Donc il sait qu'il y a des herbes qui ne donneront pas du résultat et qui vont empêcher les autres herbes de pousser. On va appeler ça des façons de penser et des façons de faire les choses. Parce que je comprends un petit peu. Donc, un dirigeant doit être très méthodique comme le fermier lorsqu'il veut créer la culture d'entreprise. Alors, la plupart des dirigeants ne sont pas des leaders. Tu vois, pas parce que vous êtes à la tête d'une équipe que vous êtes un leader. C'est pas parce que vous êtes un DG ou bien un directeur que vous êtes un leader. Tout le monde sait ce qu'est un bon leader. La plupart des gens oublient cela lorsqu'ils deviennent, ils ont des postes de responsabilité. Ils oublient le leadership. Mais avant d'arriver au poste de responsabilité, il n'y avait pas de philosophie autour de c'est quoi un bon leader. Et comme on le dit, on a créé un cours qui est dans la plateforme managercity.co, notre plateforme de e-learning. Et le cours s'appelle le pouvoir de l'influence, leadership et pouvoir de l'influence au XXIe siècle. Et j'expliquais donc du coup dans le cours que la meilleure façon de devenir bon leader, c'est d'appliquer la règle d'or. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu attends du meilleur manager que tu n'as pas eu en termes d'attitude, d'état d'esprit, de comportement, de traitement, de réaction? Donc tu sais très bien quelle attitude, quel comportement tu aimerais que ton meilleur manager que tu n'as pas pu la chance d'avoir ou que tu as eu, tu sais ce qu'il a comme attitude. Donc, à ton tour, tu sais exactement ce qu'il faut avoir. Donc, le leader qui veut créer de la culture d'entreprise, et on parlera de leadership modèle après, il doit dicter clairement quelles sont les œuvres qui doivent prospérer, quelles sont les œuvres qui ne doivent pas prospérer. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire tout simplement qu'il ne laisse pas le désordre culturel se prospérer, on va dire comme ça. Alors, comment est-ce que le désordre culturel se produit? Le désordre culturel va se produire lorsqu'il y a de l'incohérence culturelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui dirige l'équipe, celui qui dirige l'entreprise, celui qui est à la tête de la direction du département, n'a pas clairement décidé quelles sont les herbes qui doivent prospérer. Il n'a pas clairement dit quels sont les modes de pensée que je ne vais pas voir prospérer ici. Quels sont les comportements que je ne vais pas voir prospérer ici. Donc, je donne des exemples simples. Chez nous à HSI, l'une des choses que moi je aimerais voir prospérer, c'est que les gens peuvent toujours compter sur moi lorsqu'ils viennent vers moi. Vous voyez un petit peu. Alors, l'une des choses que j'ai constatées dernièrement, comme je m'éloigne légèrement un peu plus de l'opérationnel propre des gens, je vois qu'en réalité, parfois, ça peut faire 2 mois, 3 mois, et des sujets ne sont pas traités. Heureusement qu'il y a certaines personnes avec qui j'ai eu à travailler avant, ils savent que s'ils vont vers moi, ils auront une oreille attentive et en général un traitement diligent. Bien évidemment, c'est ce que j'aimerais faire prospérer. Mais si c'est après 3 mois, 4 mois que je constate par exemple qu'une personne n'avait pas d'ordinateur, ou bien qu'elle a demandé l'ordinateur qu'on ne lui a pas donné, ça veut tout simplement qu'en fait, j'ai un défi d'incohérence culturelle en termes de leadership. Ça veut dire que je n'ai pas clairement dicté à mes managers, ceux qui sont en dessous de moi, en guillemets, voilà le délai maximum au bout duquel vous devez, n'est-ce pas, traiter les requêtes de vos collaborateurs, sinon les remonter. Sinon, je les autorise à vous escalader au bout de 72 heures. Donc, ça veut dire qu'en fait, c'est une règle que je vais dicter. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que la culture d'entreprise se dicte. OK?
On ne laisse pas les gens se comporter comme ils veulent dans une entreprise. Lorsque vous décidez de... Prenons la culture du leadership, par exemple, dans une entreprise. Lorsque vous décidez, vous laissez chaque manager manager son équipe à sa manière, on parle d'incohérence culturelle. Lorsque vous laissez chaque personne parler aux autres à sa manière, on parle d'incohérence culturelle. Lorsque vous laissez chacun avoir son langage et sa méthode à sa manière, on parle d'incohérence culturelle. Et l'incohérence culturelle, c'est quelque chose qui va faire que, ben, tiens, chacun fait à sa manière. Or, quand les gens font les choses à leur manière, eh bien, on ne peut pas aboutir à une culture d'entreprise qui corresponde à la culture de la performance. Maintenant, il y a plusieurs façons de voir les choses. Lorsque nous venons dans une entreprise, chacun d'entre nous a une culture, a une façon de faire. Moi, j'ai remarqué par exemple que mes managers ont tendance à vouloir appliquer leur vision du management lorsqu'ils coachent leurs collaborateurs, par exemple. Donc, mon exercice consiste à les amener à comprendre que à HNC, on a une façon culturelle de manager les gens et que je viens avec vous et que vous devez absolument avoir avec vos collaborateurs. Et je dois le dicter. Je dois le dicter. Laissez-moi dire que si je ne le dicte pas, je suis dans l'incohérence culturelle. Suivez mon regard. Ensuite, il y a l'inconstance comportementale. L'inconstance comportementale, c'est quand les dirigeants disent une chose et font une autre chose différente. L'inconstance comportementale, c'est lorsque on traite certaines personnes d'une manière et on traite d'autres personnes d'autre manière. Et cette inconstance ne permet pas de savoir clairement quelle est la façon de se comporter et quelle est la façon de traiter les gens. Et donc, on doit être très précis et chirurgical par rapport à comment les gens doivent se comporter ici et comment les dirigeants doivent se comporter pour que les gens comprennent comment on doit se comporter ici. Parce qu'on se comprend un petit peu. Et quand on n'est pas strict par rapport à ça, eh bien, les gens se comportent à leur façon. Et puis, la troisième chose qui cause le désordre culturel, c'est la passivité culturelle. Alors, prenons par exemple le rythme de travail. D'accord? Moi, j'ai un rythme de travail. Et je passe sur le principe que ce rythme de travail permet ou m'aurait permis de réussir 2 ou 3 choses que nos clients apprécient et que nous promettons à nos clients lorsque nous travaillons avec eux. Le travail important pour moi, c'est de m'assurer de ce que je mette mes collègues dans ce rythme de travail-là. Parce que s'ils ne sont pas dans ce rythme de travail, qu'est-ce qui va se passer? Étant donné qu'on a délivré des solutions et des valeurs à nos clients sur la base de ce rythme de travail, si je laisse les gens avoir un autre rythme de travail, ils ne peuvent pas délivrer dans les délais et qualitativement exactement le type de résultat qu'on a promis ou qu'on a eu avec un client qui a fait qu'un autre client a décidé de souscrire chez nous. Et donc, l'orchestration culturelle, l'animation culturelle, la dictature culturelle, c'est quelque chose de très important pour ne pas être dans la passivité culturelle. Là, si on se comprend un petit peu. J'ai eu quelque chose d'extraordinaire. Je ne vais pas donner d'exemple, mais vous ne pouvez pas imaginer comment est-ce que nos comportements et nos attitudes, de façon karmique, en termes de karma, ça a un impact total, immédiat sur le comportement et l'attitude des gens. Donc, si toi, tu as l'habitude de breaker à 13 heures pour aller manger, attends-toi à ce que les équipes en général break à 13 heures pour aller manger. Si tu as l'habitude de dire, bon, écoute, c'est pas la peine, on va le faire après, ok? Attends-toi à ce que, eh bien, les équipes en général commencent pas à dire, c'est pas grave, on va le faire après. Dans les valeurs HNC, et on verra tout à l'heure quel est le lien entre la culture et les valeurs d'une entreprise. Dans les valeurs HNC, on a une règle qui dit en même temps est mieux. En même temps est mieux. OK? Donc, en même temps est mieux, on appelle ça l'instantanéité. On doit être instantané dans ce que l'on fait. On ne peut pas reporter à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Il fut un moment où j'ai été distrait personnellement et que je n'appliquais plus personnellement le « en même temps est mieux ». Et parfois, c'est de moi qu'on attend des choses et je trouve de bonnes raisons, on va dire psychologiques et émotionnelles, de ne pas répondre immédiatement aux sollicitations. La conséquence, c'est que cette valeur que nous avons cultivée pendant longtemps et qui fait notre force et qui est un élément
déterminante de notre culture d'entreprise s'est progressivement estompée. Et on en est arrivé où c'est les collègues qui couraient derrière, parce qu'eux, ils appliquaient le même temps mieux, c'est eux qui couraient derrière moi pour avoir des validations. Et quand j'ai compris qu'en fait, que j'étais en train de commettre une grosse erreur par rapport à cette valeur-là, je me suis dit, il faut que tu te corriges. Je prends mon exemple personnel pour ne pas avoir à caricaturer négativement quelqu'un, sachant qu'à HNC, on a une culture qui est très forte, qui fait par exemple que Zoumana est dans un pays actuellement en mission avec Edgar, en train de travailler avec les Incodir. Et hier, je lui ai dit comment ça s'est passé. Il m'a dit tout simplement, on a fait du HNC. Et quand on dit on a fait du HNC, il y a une façon de parler aux gens. Les gens n'aiment pas ça. Dire la vérité, être cru, direct, être sarcastique, ne pas avoir de tabou par rapport à un exemple qui correspond à une situation, même si parfois ça peut déranger les gens. Et puis ensuite, au début, les gens ne sont pas d'accord. Ensuite, ils commencent à comprendre. Et puis, ils disent ça doit être, on comprend mieux, etc., etc. Le premier jour, ils ne sont pas d'accord. Le deuxième jour, après avoir réfléchi, on dit on a fait du HNC. Donc, il y a des éléments caractériels, caractéristiques de ce résultat qu'on arrive à produire. Et ça fait partie de notre culture HNC en matière, par exemple, de délivrer les formations, bien de faire des séances de coaching. Ce n'est pas aimé tout le temps. Je suis entièrement d'accord avec ça. Et c'est une bonne nouvelle. Parce que l'autre caractéristique majeure de la culture d'entreprise, c'est qu'elle doit être sectaire et elle doit avoir une unicité et elle doit être tranchante. Donc, la culture doit être sectaire, unique et tranchante. La chose la plus importante de savoir, est-ce que ça produit du résultat. Si ça produit du résultat, let's go. Si ça ne produit pas du résultat, on doit la laisser tomber. Donc, voilà, c'est ça le désordre culturel. Et qu'est-ce qui cause ça? J'ai pris assez d'exemples pour pouvoir illustrer ça. Je ne sais pas si en tout temps, Becky, s'il y a des questions. Monsieur Nkosi, merci infiniment. Premièrement, c'est le manque de vision. Ça peut créer le désordre culturel. Quand on ne sait pas clairement qu'est-ce qu'on veut pour l'organisation et là où on veut la mener, et quelles vont être ces différences, ces unicités, en termes de purpose, comme on dit en anglais, le but poursuivi par rapport aux autres. La deuxième chose, c'est le manque de courage. Donc parfois, on n'a pas le courage de dire clairement à des gens qui ont des comportements incohérents et inconstants ou en inconstante par rapport à ce qu'on a décidé de faire dans le cadre de notre vision. On n'a pas le courage de leur dire, ben tiens, ça y est, tu n'es pas en train de faire la bonne chose. Ce n'est pas ce que nous voulons faire promouvoir dans notre organisation. Soit parce que ces gens-là sont protégés, ou soit parce que peut-être ils sont techniquement bons et on a peur que si on leur dit la vérité, ils vont partir et on n'aura plus des gens techniquement aussi bons que pour faire le travail. Or, ce que moi j'ai appris, comme tu parles de RH, j'ai appris que lorsqu'il faut recruter des gens, il vaut mieux recruter les gens qui ont une bonne attitude et ensuite on peut leur enseigner la technique. Mais en général, nous avons cette tendance-là à vouloir recruter des gens qui sont très bons techniquement, mais qui ont des attitudes très désobligeantes, qui ne répondent pas à la cohérence culturelle, à la culture que nous voulons faire promouvoir au sein de notre organisation. La conséquence en général est que nous nous retrouvons à devoir négocier avec nos valeurs, à négocier avec la vision, à négocier avec les choix critiques à faire pour clairement avoir le type de comportement qui permettrait de délivrer constamment à tous les parties prenantes, à toutes les parties prenantes et tous les ayants droit de l'organisation, les valeurs précises, les valeurs ajoutées précises que nous voulons leur délivrer. Et donc, il faut de la vision, il faut du courage. Je crois que ces deux choses-là, de la part de nous, les dirigeants, c'est quelque chose de très important. Par contre, quand on parle du fait de courage, quand on n'a pas de légitimité, c'est difficile d'imposer une culture. Il faut avoir de la légitimité. Et cette légitimité peut parfois être atténuée par soit des forces endogènes ou des forces exogènes. En termes de forces endogènes, je donne un exemple simple. Donc, imaginons par exemple que, eh bien, moi, j'ai des collaborateurs, et puis il y a certains collaborateurs qui ont ce qu'on appelle en anglais du leverage sur moi. En fait, ils ont des choses à me reprocher, ils m'ont vu dans des situations où j'ai perdu la face. Donc, je ne peux pas leur regarder dans la figure. Donc, du coup, je n'ai pas de légitimité. De ce qui va atténuer mon manque de courage pour dicter la culture à avoir, pour défendre la vision que nous devons avoir. Je peux également aussi avoir des influences destructives extérieures. Par exemple, les membres du conseil d'administration, des administrateurs, des directeurs au niveau groupe, qui donc du coup disent aux gens, ne l'écoutez pas, quelque chose qu'il va vous dire, ne l'écoutez pas. C'est ce que nous on vous dit là, c'est ça qui passe. On l'a mis là, c'est un pantin,
Après, on va l'enlever, ne vous en faites pas. Donc, quand on n'a pas la légitimité, c'est très difficile, donc, du coup, de porter le projet culturel et le projet de transformation culturelle. Donc, voilà ce que je pourrais dire par rapport à la question posée par M. Nkosi. Absolument. L'une des caractéristiques majeures de la culture, c'est qu'elle se dit, comme j'ai dit, c'est le cultivateur qui va choisir clairement quelles sont les herbes qu'il veut voir prospérer dans son champ. Et donc, s'il laisse prospérer, et par herbe, j'entends des façons de penser et de faire. Je ne crois pas en la matière. En matière de vision, il n'y a pas de concertation. Quand il est question de définir la vision d'une entreprise, il n'y a pas de concertation. C'est le leader de l'organisation qui définit la vision. Et la stratégie, même à 90%, est de la prérogative du dirigeant. Donc, il n'y a pas de concertation quand il faut définir une stratégie. En réalité, quand il est du moins question de savoir comment il faut faire pour obtenir du résultat, eh bien, à partir de cet instant, obtenir les résultats dans le cadre de la vision et du cadre stratégique qui a été défini, à partir de cet instant, on peut maintenant commencer par faire de la concertation. Mais il faut s'assurer de ce que les gens qu'on a autour de soi ont ce qu'on appelle la capacité de co-création. Parce que tu comprends. La capacité de co-création. Ça ne sert à rien de faire un off-site avec des gens qui, par rapport au sujet que vous mettez sur la table, ils ne sont pas en mesure d'avoir ce qu'on appelle la capacité de pensée stratégique qui leur permettent de pouvoir dire voici ce qu'il en est, voici comment on peut mieux faire les choses, parce qu'en termes de créativité, de valeur ajoutée par rapport aux situations qui sont présentées, non pas qu'ils ne soient pas bons, mais en réalité, c'est qu'ils n'ont pas encore développé la capacité de co-création. Elle se voit un peu. Donc, il n'y a pas de concertation en matière de cadre culturel, c'est le dirigeant qui dicte là où il aimerait que les choses aillent et quel type de valeur, quel type de façon d'être et de faire les choses fera prospérer. Nous ne sommes pas dans la technique ici, nous ne sommes pas dans la technologie ici. Nous sommes ici dans le cadre visionnaire, le cadre stratégique visionnaire. Et ce cadre stratégique visionnaire, normalement, le conseil d'administration donne pouvoir et délégation, donc, du coup, au directeur général ou à l'administrateur ou whatever. Donc, en général, on lui donne pouvoir, donc, du coup, dicter dans quelle direction il va amener les choses pour amener les gens à réaliser, n'est-ce pas, les objectifs qui étaient les leurs quand ils ont créé la boîte avant de chercher un directeur. Donc, on doit lui laisser la main pour pouvoir, donc, du coup, le faire. Si on veut avoir un exemple très simple, à l'époque, les gens les plus riches des zones portuaires ou des zones économiques et politiques de l'Occident, on va dire, par exemple, si on prend le Havre, si on prend Marseille, si on prend, voilà, par exemple, en Italie, donc les gens avaient de l'argent, n'est-ce pas? Et ils faisaient appel à des explorateurs. Et ces explorateurs étaient en mesure de trouver des navigateurs. Parfois, ils sont des navigateurs eux-mêmes. Mais on leur donne de l'argent et ils vont chercher, n'est-ce pas, des biens précieux, de nouvelles terres, de prospérité et de richesse. On leur laissait la latitude d'aller en exploration. Et ils vont partir parfois pour 2 ans, 3 ans. Donc, on ne dit pas ce qui va se passer le long du chemin. C'est eux qui disent qu'est-ce qui va se passer. Et ils reviennent d'exploration après, avec des biens, avec des métaux précieux, avec des épices, avec des esclaves, avec pas mal de choses. Et ils disent par rapport à la mission que vous avez confiée, voilà ce qu'on a pu faire après notre exploration. Donc, c'est de cette manière-là que les gens faisaient. Et le conseil d'administration, du moins, le conseil des gens qui ont cotisé l'argent pour financer l'exploration, ils croisent les bras et ils espèrent, ils attendent le moment du retour d'exploration pour donc du coup qu'on leur rende compte. Et celui qui fait l'exploration, il a la latitude, l'explorateur en chef, qui est le DG, il a la latitude de conduire, de naviguer, de conduire l'exploration ou l'expédition, comme on disait, à sa guise. Voilà. Donc, et si on prend cette image-là, on devrait normalement laisser la main à un directeur général, donc du coup, pour conduire cela. Alors, moi j'ai appris depuis longtemps que les résultats donnent du pouvoir. Donc, les résultats donnent du pouvoir. Donc, les gens peuvent douter de vos talents, les gens peuvent douter de vos capacités, les gens peuvent douter de votre intelligence. Les gens peuvent douter de votre capacité à comprendre une situation. Mais pour peu que vous produisez du résultat,
vous allez gagner en légitimité. Parce qu'on se comprend un petit peu. Et donc, il ne faut pas perdre du temps pour avoir ce qu'on appelle les facteurs valorisants et les facteurs légitimants. Parmi les facteurs valorisants en général, lorsqu'une personne récupère une nouvelle équipe, il y a ce qu'on appelle les quick wins. Donc, les quick wins, donc c'est les résultats rapides qui vont démontrer donc du coup à vos interlocuteurs que ils doutaient de votre capacité à produire, ils doutaient de votre capacité à impacter, ils doutaient de votre capacité à conduire le navire dans le bon sens. Mais vu les signes, les premiers signes qu'ils voient, eh bien, ils peuvent se dire clairement que vous êtes l'homme ou la femme de la situation. Ça fait un. L'autre chose également aussi, c'est qu'il arrive parfois que vous êtes quelqu'un qui est à la tête d'une équipe, mais l'équipe, les membres de votre équipe sont influencés par un détracteur, n'est-ce pas? Un détracteur. Le détracteur va dire aux membres de votre équipe que vous êtes ci, vous êtes ça, etc. Ce qui va casser votre légitimité. Mais là aussi, il faut dribbler le détracteur. Ça veut dire quoi? S'il parle pendant 10 minutes aux membres de votre équipe, il faut parler pendant 10 heures aux membres de votre équipe. Ce qui fait que vous allez noyer ce que le détracteur leur a dit. Ça fait un. Deuxièmement, il se trouve que le détracteur ne leur propose pas de résultats, ne propose pas de la valeur ajoutée, ne répond pas à leurs attentes, ne répond pas à leurs besoins. Donc, si vous vous empressez de passer plus de temps en conversant avec eux, en les comprenant, avec beaucoup de compassion et de disponibilité, si vous vous assurez, par exemple, de leur engager des actions positives et constructives, valorisantes, d'où ils voient quand même que vous leur apportez quelque chose, eh bien, à un moment donné, ils vont arrêter d'écouter le détracteur parce qu'à la fin, ils savent que vous passez plus de temps pour parler avec eux. Donc, vous noyez ce que le détracteur dit. Le détracteur vient dire des choses sur vous, mais eux-mêmes, ils voient que, tiens, ce gars dont tu parles mal comme ça, mais, et qui, selon toi, n'a pas de légitimité et on devait se mettre ensemble pour le démettre. Mais je vois que ce gars, il produit du résultat et moi, il m'a fait ça. Et toi, tu dis qu'il est mauvais, mais moi, il m'a fait ça. Toi, tu dis qu'il n'écoute pas les gens, mais moi, il m'a écouté. Toi, tu dis qu'il ne fait pas attention, mais moi, il m'a fait attention. Donc, quand le détracteur va venir, plus personne ne va l'écouter. Et c'est ainsi que progressivement, vous allez gagner en légitimité. Maintenant, il y a des fois où vous avez hérité d'une équipe qui était dirigée par une personne et qui est partie. Et vous n'avez pas de la légitimité parce que les membres de l'équipe continuent d'être téléguidés par la personne qui les a dirigés avant. Il faut comprendre quelque chose de très important. Les gens ne s'attachent pas à une personne. Ils s'attachent à leurs intérêts et à une valeur. Ou à des valeurs. Donc, ça veut dire que quoi? S'ils sont attachés à celui qui est parti, qui continue de les téléguider, de les manipuler, c'est parce que par le passé, la personne a servi leur intérêt et cette personne leur a apporté de la valeur ajoutée. Donc, si vous voulez récupérer votre équipe pour avoir de la légitimité et leur dire qu'est-ce qu'il faut faire et ils vont vous suivre, mais demandez-vous quels sont leurs intérêts et servez leurs intérêts. Et deuxièmement, demandez-vous quelle valeur ajoutée il faut créer pour eux, pour qu'ils puissent vous apprécier et créer leur cette valeur ajoutée. Si l'autre était attentionné du moins, présent à des événements heureux ou malheureux, soyez présent à des événements heureux ou malheureux. Si cette personne a fait que leur salaire passe de 700 000 à 1 200 000, faites de sorte que leur salaire passe de 1 200 000 à 1 800 000. Et on va voir qui il doit plus. Donc, mathématiquement, l'autre a augmenté le salaire de 500 000 et vous l'avez augmenté le salaire de 600 000. Et si l'autre, eh bien, ne sait pas assurer de ce qu'ils aient un cap-plan, assurez-vous de ce que, ben, tiens, ils aient un cap-plan. Il y a des choses que l'autre ne leur a pas apprises. Apprenez-les ces choses-là. C'est comme ça que vous allez devenir plus légitime que, eh bien, celui qui essaie de casser du sucre sur votre dos. Parce qu'il y en aura toujours qui vont tenter de casser votre légitimité. Eh bien, là, il y a autre chose d'important aussi, c'est que quand un manager, il est inconstant, quand un manager, il est clairement incompétent, quand un manager, il n'est pas structuré, il n'est pas discipliné lui-même, quand un manager, sur les questions, par exemple, d'éthique, il n'est pas cohérent, il va perdre beaucoup de légitimité. Et c'est pas lui qui viendra dire aux gens culturellement qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire. On va dire, mais lui là, lui, pardon, laisse. Donc, à partir du moment où on dit ça, c'est que tu es mort, quoi. Voilà. Alors, comme on a dit tout à l'heure, vous n'aurez pas la culture d'entreprise parfaite que vous voulez si vous n'avez pas un plan, une vision, une stratégie cohérente, mais surtout de la patience constructive pour y arriver. La plupart du temps, quand nous, on travaille avec les dirigeants et que nous avons tendance à dire de ne pas virer les gens, de ne pas se séparer des gens, ou bien que c'est la responsabilité du manager de récupérer une équipe, s'il n'a pas recruté l'équipe, de créer les conditions pour que l'équipe puisse exceller.
On nous dit souvent, mais à partir de quand on doit sanctionner? À partir de quand on doit sanctionner? Bon, moi, ma philosophie personnelle en la matière, c'est qu'en fait, je vais tirer le meilleur parti des gens. Donc, je vais tirer le meilleur parti des gens. Mais je ne peux pas aller vers des gens pour dire, vous ne faites pas bien, si je n'ai pas fini de faire bien moi-même. Ça se comprend un petit peu. Ça fait un. Deuxièmement, je ne peux pas aller vers les gens pour leur dire, vous ne faites pas bien, si la façon dont moi je procède ne produit pas du résultat imparable, incontestable et incontesté. Et c'est ça la question de la légitimité du leader. Parfois, nous affichons des valeurs et on dit aux gens, respectez les valeurs. On les récite de temps en temps et parfois même ça nous fait écho dans le cœur de personnes. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, nous ne nous sommes pas assurés de la légitimité de nous-mêmes par rapport à ce que nous proclamons. Donc, on a parlé du désordre culturel tout à l'heure. Et c'est pour ça que, étant donné que nous avons du mal, on est en mode dents de scie nous-mêmes par rapport à ce que nous promouvons comme valeur, comme culture, eh bien, on doit être patient également avec les équipes. On doit être patient avec les équipes. Donc, pour finir par faire de la transformation culturelle et aboutir à la bonne culture d'entreprise, il y a 5 étapes essentielles qui poursuivent un but très simple. C'est de créer les conditions, le dispositif, les mécanismes de généralisation et d'orchestration d'une culture d'entreprise excellente. Et par culture d'entreprise excellente, on entend cette culture qui produit un résultat précis, n'est-ce pas? Un résultat précis que vous l'obtenez ou pas. J'ai un de nos anciens directeurs de filiale. Il se trouve bonnement qu'il s'appelle Kakpo, donc il s'appelle Samson Kakpo. Un jour, Samson Kakpo m'a dit, mais Herman, je voulais savoir, selon toi, qu'est-ce qu'il faut faire aux gens pour qu'ils soient attachés à toi et mouillent le maillot pour toi? Il dit, d'accord. Je lui ai dit, pour te dire la vérité, ils doivent voir que lorsque tu as 200 000, tu leur donnes 195 000 et tu gardes 5 000 en poche. Et il a décidé de bâtir une équipe et je crois que parmi nos directeurs de filiale, c'est celui qui certainement qui a réussi à bâtir, on va dire, l'équipe la plus stable et la plus engagée que j'ai jamais vue jusque-là. Et ainsi Côte d'Ivoire aussi en train de bâtir une équipe pareille avec Patrick Tré, donc qui applique exactement la même règle. C'est-à-dire qu'en fait, l'équipe doit voir que vous vous battez pour elle. Il y a rien d'extraordinaire, que l'équipe voit que vous vous battez pour elle. Et c'est quelque chose qu'il a appliqué au point où, quand on a organisé 2 événements dernièrement, on a organisé un événement donc, au dernier trimestre qui s'appelle The Nessio Days, et puis on a organisé un événement qui s'appelle Sales Growth Days. Et ainsi, Bénin est la filiale qui a fait plus de 120% de ses objectifs. Soyez un petit peu. Donc, 120% de ses objectifs. Il y a même des cas où ils ont fait 145%. Pour dire qu'en réalité, dans la pratique, la culture que l'on veut promouvoir, c'est celle-là qui conduit à des résultats qu'on a vus et qui nécessite un leadership modèle, un modèle de leadership précis. Il m'a posé la question, je lui ai dit ça. Et j'ai vu qu'en fait, son équipe a vu qu'il se bat pour. Quand son équipe voit qu'il se bat pour elle. Et donc, qu'est-ce que l'équipe fait? L'équipe se bat pour lui. Moi, je suis impressionné. Sentiment, on va dire que je suis tellement impressionné. C'est quelque chose qu'il a réussi à créer. Ça a mis du temps, mais quand il a trouvé le truc juste, bon, mes collègues savent de quoi il est question et ses clients aussi savent de quoi il est question. C'est vraiment magnifique. Au point où aujourd'hui, il a laissé la filiale, il a confié ça à une personne qui a à peine 26 ans ou 25 ans, je ne sais plus. Et ça se passe exactement de la même manière. Et cette personne n'avait pas compris au début, mais aujourd'hui, elle a compris ça. Et ce qui est bizarre, croyez-moi, il y a des collaborateurs ou des commerciaux qui sont partis de l'entreprise et qui continuent de lui trouver des clients. Donc, il me dit, moi, je suis allé prospecter le client, il m'a dit, telle personne m'a dit appelé par rapport à votre workshop de Cape Town. Il dit, mais tu as dit qu'elle travaille avec vous? Il dit, oui, elle travaille avec vous, mais elle prospecte toujours pour nous. J'ai dit, waouh. J'ai voulu lui demander, mais qu'est-ce que tu lui as donné? Donc, en fait, c'est ça que nous voulons tous, la culture de l'excellence. La question est la suivante. C'est quoi l'ingrédient? Mais c'est nous qui le décidons. À partir de quoi? À partir de ce qui a produit des résultats pour nous. Et comment on sait que ça a produit des résultats pour nous? Qu'est-ce qu'il faut donner aux autres? On applique la règle d'or. Si c'était toi, comment tu aimerais qu'on te traite? Et donc, le mapping de la culture transformation culturelle passe par l'ambition. Ça veut dire quoi? Quelle est la culture que tu désires? Donc, exemple, je désire une culture où les gens voient que
on se bat les uns pour les autres. Tu vois, on se bat les uns pour les autres. Du moins, notre boss se bat pour nous. On ne peut pas le lâcher, on doit se battre pour lui. Vous imaginez ce genre de culture, hein? Très bien. Deuxièmement, le design. Donc, vous dessinez le dispositif et vous scénarisez les caractéristiques culturelles. Alors, la plupart des gens se demandent qu'est-ce que mes collaborateurs doivent faire parce que je leur paye un salaire. Non, les collaborateurs ne font rien quand tu leur payes un salaire. Tu vois? Les collaborateurs ne font rien quand tu leur payes un salaire. Les collaborateurs font des choses extraordinaires quand tu leur vends un rêve, une vision, quand tu leur vends un climat, quand tu leur vends une relation, une connexion, une présence, un don de soi. Tu vois? Et donc, à partir de là, vous et moi, on est en train de voir les éléments caractéristiques de ça. Tu vois? Les éléments caractéristiques de ça. Par exemple, moi, c'est rare que ça m'arrive presque jamais, je ne sais pas si ça m'arrive, de regarder une personne pour dire elle n'est pas performante. Non, je ne vais pas dire qu'une personne n'est pas performante. Parce qu'à partir du moment où 4 membres de mon équipe ne sont pas performantes, c'est que l'équipe n'est pas performante. Si l'équipe n'est pas performante, qu'est-ce qui se passe? Je suis un manager non performant, on est d'accord ou pas? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je sais que dans le design de ma culture d'entreprise, il y a des ingrédients que moi, je dois mettre en place d'abord. Il y a des éléments culturels que je dois mettre en place. Du moins, il y a des comportements que je dois cultiver, des dispositifs que je dois cultiver. Qui vont faire du moins que les gens vont croire que c'est quelque chose de solide et de structurant. Parce que tant que les gens ne croient pas que c'est quelque chose de solide et de structurant, et qui survit à 3 ans, 4 ans, 5 ans. Donc, je donne des exemples. Moi, j'ai une façon de faire. Beaucoup de gens, si tu prends 2022, j'ai fait des choses, et mi-2023, j'ai fait des choses, et on a eu des conséquences positives et des conséquences négatives. Et tout le monde a dit, tiens, ce gars-là, voilà, c'est un connard, il ne s'est pas bien fait, etc., etc. J'ai dit, ok, il paraît qu'il y a 3 choses qui ne manquent pas. Dieu, ok, le temps, et puis ensuite les chiffres. Et donc, on dit le gars, il fait le truc de cette manière, mais tiens, il y a des conséquences, etc. J'ai dit, ok, le temps nous dira si c'est vrai, et les chiffres nous diront si c'est vrai. Donc, je comprends en fait qu'il y a des éléments structurants que je dois mettre en place, qui doivent être éprouvés avec le temps. Parce que tu ne vends pas aux gens une formule de réalisation de l'excellence organisationnelle et commerciale et technologique et humaine qui n'a pas été éprouvée par le temps. Parce que tu dois dicter après une culture, et pour que tu puisses la dicter, il faut que tu saches que ça a été éprouvé. Voilà. Donc, enchaîner les projets, enchaîner les formations, enchaîner les lancements, ça correspond à un élément culturel chez nous. L'élément culturel, on appelle ça l'enchaînement. C'est-à-dire, nous sommes contents, mais nous, on ne se contente pas. Quand nous finissons quelque chose, on ne peut pas être content de ce qu'on a fini de faire, on enchaîne. Et c'est un élément culturel. Donc, maintenant, si tu vends ça aux gens, ils ne vont pas y croire. Ils ne vont pas y croire. Mais, la dernière fois, notre contrôleur de gestion m'a envoyé les chiffres, et je crois que c'était au mois de novembre, elle envoie les chiffres, voilà, elle envoie les chiffres, elle dit, voilà, les écarts, etc. Et puis, elle m'a carrément dit, elle m'a fait asseoir, elle m'a dit, on a un gros sujet. On n'enchaîne plus sur les campagnes, les promotions sur ce qu'on appelle à agency, les produits digitaux. Donc, vous voyez, elle a utilisé le mot enchaîner. Elle m'a dit, regarde un peu les chiffres, tu vois. On a vu, par exemple, qu'avant, voir ce que ça donne, voir ce que ça donne. Et tu m'as dit, waouh. Donc, elle a acheté la valeur enchaînement. Mais vous voyez que si nous, de façon précise et matérialisée, on n'avait pas enchaîné les campagnes avant, elle n'allait pas acheter cette valeur-là. Et c'est ça le design. Donc, tu designes une culture en prenant une valeur que vous avez et en ayant des éléments précis. Par exemple, ça peut être une campagne, ça peut être les coachings, les one-to-one, les team building, ça peut être la façon dont on parle au client, la façon dont on gère les projets, etc., qui vont manifester cette valeur que tu vends aux gens. C'est ça le design. Maintenant, quand tu as fini de designer, parce que le design, ce n'est pas quelque chose de théorique, hein. Donc, designer une culture d'entreprise, ce n'est pas quelque chose de théorique. C'est la concrétisation, la matérialisation de façon précise de faire les choses. Si bien que ton contrôle de gestion ne te parle pas en termes de les chiffres ne sont pas bons. Elle va te dire qu'on n'enchaîne plus. Or, on n'enchaîne plus, ça correspond à quoi? Ça correspond à une valeur de chez nous qui s'appelle l'enchaînement total. Donc, on est content, mais on ne se contente pas. Et c'est ça le design. Les gens, quand on dit design, on n'a pas pensé que c'est quelque chose de théorique. C'est quelque chose de matérialisé. Maintenant, toi, tu vas dire, OK, quel est le schéma à travers lequel on va amener ceux qui arrivent? Quelqu'un a posé la question tout à l'heure de savoir comment les nouveaux
s'approprient la culture d'entreprise. OK. Alors, il faut créer donc du coup le mapping par rapport à ça. Lorsque moi je veux créer un nouveau coach qui va être excellemment bon, ou bien un vendeur qui va être excellemment bon, je sais exactement quel est le schéma par lequel je passe et ça marche parfaitement. OK. Mais un élément déterminant de ce schéma, c'est le fait de vivre des situations ensemble. Si c'est pour un vendeur, par exemple, on va aller en prospection ensemble. Et si c'est pour un coach, par exemple, on fait des séances de coaching ensemble et on va en mission de formation ou de coaching ensemble. Ou bien avec un commercial, par exemple, on va aller en mission de prospection ensemble. Donc, il n'y a rien qui remplace le fait de vivre des moments ensemble dans le mapping culturel chez nous. Et je suis sûr d'une chose, c'est que beaucoup de gens qui ont eu des mentors, beaucoup de gens qui ont eu des managers excellents, beaucoup de gens qui ont eu un père ou bien une mère ou un parrain ou bien une marraine excellent, vous êtes d'accord pour me dire que les moments où il vous a transmis sa façon de penser et sa façon de faire, qui est la culture de l'excellence, c'est le moment où vous avez vécu les choses ensemble. Donc, le principe est très simple. Quand on veut onboarder une nouvelle personne, on va faire ce qu'on appelle l'immersion. L'immersion. La personne va faire une immersion dans notre environnement. Elle va dire, oh, c'est magnifique. Ensuite, la personne doit faire une immersion sur le terrain. Alors, je suis en mesure de vous dire, par exemple, que entre l'immersion dans notre environnement où ça allait très beau et l'immersion sur le terrain, il y a souvent un décalage parce que, bon, là, il faut cravacher dur. Mais quand le collaborateur voit que, eh bien, dans l'immersion sur le terrain, tu es là, présent à vivre les situations avec lui, et il voit que c'est possible. Ensuite, il y a la traversée du désert. Donc, ça veut dire quoi? Chez nous, je sais par exemple que lorsqu'une personne vient nouvellement chez nous, quand on fait l'immersion dans notre environnement, ça allait très beau, de dehors et même en présence. En revanche, lorsqu'on ne vit pas les situations ensemble, même quand on vit les situations ensemble, ça allait très beau également. Mais on sait qu'une personne va s'approprier vraiment la culture lorsque la personne réussit à faire la traversée de la vallée de la mort, la traversée du désert. Donc, les moments difficiles. Et c'est là où la transmission culturelle devient donc du coup effective. Donc, dans le mapping culturel, il y a l'immersion, il y a vivre les situations ensemble et il y a la traversée du désert. Je donne des exemples. Par exemple, lorsque moi je coach un dirigeant ou bien une personne, j'ai un mapping. La première des choses, c'est que la personne est toujours impressionnée. Elle est impressionnée d'entendre parler de HSC. On peut vous coacher, ok. Il paraît que vous pouvez nous coacher. Ok, good. Bon, la partie la plus intéressante, c'est quand on commence à faire des conversations très intéressantes. D'accord? Mais quand nous ne vivons pas, et la deuxième partie la plus intéressante, c'est quand la personne vit des situations, elle ose avoir, on en parle ensemble et la personne retrouve on va dire, son sang-froid ou bien son calme. Mais le moment le plus dur, c'est quand il y a une grosse crise, une vraie crise, qui parfois même remet en doute ce que vous avez vu ensemble après. On appelle ça également la traversée de la vallée de la mort. Et tous ceux qui ont, par exemple, la culture Chelsea ou l'état d'esprit Chelsea, en général, ce sont les gens qui ont fait ces trois moments-là. Immersion dans l'environnement, vivre les situations ensemble et réussir la traversée de la vallée de la mort. Donc, si vous voulez développer la culture d'entreprise chez vous, assurez-vous de ce que, quel est le chemin par lequel sont passés ceux qui ont réussi à incarner le plus votre culture d'entreprise. Voyez le chemin et faites passer exactement par ce chemin tout ce que vous voulez fabriquer. Comme j'ai dit, immersion, situation, vécu ensemble, traverser la vallée de la mort. Et quand la personne traverse la vallée de la mort, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut débriefer. Alors, le débriefing, c'est pas quelque chose que vous faites. Non, tu accompagnes la personne en ce moment-là où la personne a douté et elle est revenue à nouveau. Et quand elle revient maintenant, tu vas récupérer la personne et lui faire goûter de sa maturité, donc la maturation. Donc ce mapping-là, intuitif, permet donc du coup, et qui doit être du coup concrétisé, modélisé, permet donc du coup de savoir par quel moule, pardonnez-moi le terme, par quel moule on doit faire passer les gens pour qu'ils s'approprient notre culture d'entreprise. Une fois qu'on a réussi donc du coup le mapping, il y a l'animation. Donc l'animation consiste à ce que à chaque fois qu'une personne vient, on va la faire passer par le moule. Est-ce que vous voyez un petit peu? On va la faire passer par le moule, donc avec les étapes de la formation culturelle. La formatting, on va dire comme ça. Formatting, formation culturelle. Et c'est quelque chose de très important parce que, vous voyez par exemple chez les militaires,
on les fait passer par le moule pour qu'ils deviennent des soldats d'élite. Donc, ce que nous voulons fabriquer en réalité, c'est des soldats d'élite d'entreprise. Et donc, on va les faire passer par un enchaînement d'entraînement et de situations et de célébrations également et de moments vécus ensemble pour réaliser cela. Et c'est pour cela que pendant l'induction des collaborateurs, alors, on a maintenant, dans la plupart des entreprises, il existe des méthodes d'induction. On va dire, ben, tiens, il va aller faire une prospection dans un pays, enfin, il va faire une immersion dans un autre pays ou bien au groupe, etc. Mais on le fait de façon très légère et on n'utilise pas cela pour faire de la formation culturelle. Donc, en conséquence, la personne fait le tout, mais elle n'apprend pas. Mais un élément important de l'animation culturelle, pour que la culture se concrétise, c'est que quand une nouvelle personne arrive, il faut qu'elle multiplie les contacts avec le dirigeant. C'est le dirigeant qui dit qu'il est le mieux placé pour dicter aux gens la vraie culture. L'une des choses que Mike Adenuga, c'est il est l'un des 5 hommes les plus riches d'Afrique, je crois, et le deuxième homme le plus riche du Nigeria. Il possède une entreprise comme Oil et puis Globacom, Glo Mobile, qui existait avant Bénin. J'étais choqué une fois quand Glo devait démarrer ses activités au Bénin. Mike Adenuga est venu du Nigeria et il a passé un week-end, n'est-ce pas, à Cotonou. Il faisait les entretiens de 7h30 jusqu'à 2h du matin. 2h du matin. Avec les gens qui devaient faire partie de l'équipe. Et il s'assurait de ce que chacun d'entre eux corresponde à sa culture, à ce qu'il veut. Et c'est ça qu'on appelle l'animation culturelle. La présence du dirigeant, l'incarnation du dirigeant, la manifestation vécue par les gens du dirigeant, c'est un élément qui permet aux gens de constater, de vivre vraiment la culture, de ce qu'on attend d'eux. Il a dit, ah, tu as vu le boss? Ah oui, il est simple, il a fait ça. Mais quand même, tu sais, il est strict sur ces choses-là. Oh! Et les gens commencent à dire, ok, voici ce que notre dirigeant incarne. Et ils comprennent vers quoi ils doivent regarder. Et surtout, quand ils sont impressionnés par ce qu'on a réussi à construire, eh bien, ils veulent copier cela et ils veulent rentrer dans la même dynamique. Et puis, bien évidemment, on va optimiser. Parfois, il peut arriver que on décide, n'est-ce pas, de certaines valeurs, certaines façons de faire, et ça produit du résultat, mais ça ne produit plus du résultat. Donc, l'optimisation consiste à remettre en cause ce qui doit être remis en cause pour être sûr de ce qu'on garde, n'est-ce pas, la cohérence culturelle nécessaire, la constance culturelle nécessaire, l'activisme culturel nécessaire pour que tous ceux qui sont dans l'entreprise regardent dans la même direction, pensent et agissent d'une certaine manière précise qui permet d'aboutir à des résultats précis. Je voulais très rapidement voir ensemble donc comment la formation culturelle se fait. Alors, il y a ce qu'on appelle les signaux culturels. Les signaux culturels. Le premier signal culturel, c'est l'explication de notre identité. Pourquoi nous sommes ce que nous sommes. Pourquoi nous arrivons à délivrer les choses d'une manière donnée. Par exemple, chez Apple, c'est le détail. La précision du design et le détail dans le design. OK? La précision du design et le détail du design, dont des éléments de toucher, par exemple, et la rapidité d'exécution. N'est-ce pas? Et ça qui fait que Apple va faire des téléphones. Bon, alors il y a une petite gain idéologique. Il y a ceux qui adorent Samsung, il y a ceux qui adorent Apple. Allez, je fais partie des gens qui adorent Apple et la plupart des gens que j'ai autour de moi, à part Zoumana et son équipe, et ces gens qui aiment le Apple, le Samsung, c'est pour blaguer. Mais nous, on adore Apple pour des raisons précises, n'est-ce pas? Et donc, c'est ça qui fait l'identité de Apple. Et si un jour, Apple sort des produits qui ne respectent plus cette identité-là, on va entrer dans la dichotomie culturelle. Ensuite, il y a l'explication de nos résultats. Alors, je me rappelle un jour, une nouvelle formatrice a intégré notre équipe. Et puis, Zoumana était en train d'animer une formation. Quand Zoumana finit la formation, la personne l'apprend et dit, mais Zoumana, arrête de parler comme ça aux gens. C'est un manque de respect, c'est pas... Et Zoumana lui dit, tu viens d'arriver. Ces gens-là, ils nous payent. Tu sais combien ils nous ont payé? Il a dit le montant. Ils nous ont payé ça l'année dernière, ils nous ont payé ça il y a 6 mois, ils nous ont payé ça cette année encore, et ce trimestre encore. Donc, ils nous payent ça parce qu'on leur parle comme ça.
La dame était complètement dépassée. Elle n'a pas pu prospérer chez nous. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle ne supportait pas qu'on parle aux gens comme ça. Mais nous, on sait que c'est ça qui explique nos résultats. Parce que nous sommes les rares personnes à dire la vérité aux gens et à présenter les situations de manière sincère, chirurgicale, choquante parfois, mais précise, pour qu'on soit dans la réalité plutôt que d'être dans, on va dire, dans la masturbation intellectuelle. Et donc, comme la dame, elle vient, elle intègre notre équipe, elle ne supporte pas ça. Et donc, du coup, elle ne peut pas produire du résultat avec nous. Et donc, ça explique le résultat. Donc, on reste très dictateur et très taré par rapport à ça. L'explication de nos avances. Pourquoi nous sommes différents et arrivons à produire plus de résultats dans notre domaine que les autres? Donc, il y a des explications culturelles de ça. Donc, le dirigeant doit s'asseoir lorsqu'il veut créer une culture d'entreprise. Il doit s'asseoir pour savoir exactement pourquoi nous arrivons à faire ce que nous arrivons à faire. N'est-ce pas? Et ensuite, donc, du coup, il va scénariser l'identité culturelle. Alors, comment on scénarise l'identité culturelle? En répondant cette fois-ci à 4 questions essentielles. La première, en identifiant les facteurs clés de succès de notre organisation. Quand nous avons produit des résultats extraordinaires, qu'est-ce qui nous a permis, quand on a réalisé des exploits, qu'est-ce qui nous a permis de réaliser des exploits en termes d'attitude, de comportement, de façon de faire, et que nous devons reconduire systématiquement pour continuer à réaliser des exploits. Par exemple, chez nous, à HMC, c'est décider de faire des choses qui nous dépassent. On appelle ça des objectifs outrageusement audacieux. Et bien évidemment, c'est de nous battre et de supporter les échecs, mais d'apprendre rapidement de nos échecs et d'enchaîner assez rapidement pour ne pas tomber dans la déchéance. Ensuite, quelles sont nos immuabilités? Donc, qu'est-ce que nous n'avons pas eu besoin de changer et qui expliquent nos résultats? Donc, par exemple, les gros projets, la grosse ambition, l'engagement, le fait de travailler 19 heures à 21 heures sur 24. En tout cas, nous, ça nous a toujours permis de pouvoir avoir du résultat et on ne peut pas, n'est-ce pas, lésiner sur ça. Tous ceux qui lésinent sur ça à HMC n'arrivent pas à faire la différence. De toute façon, tu fais ça à HMC, tu vas sur mon rythme. Voilà. Et puis, il y a les exclusivités. Donc, qu'est-ce qui nous est particulier et qui fait notre force et notre différence? Une organisation a des exclusivités et qui lui est particulier. Le dirigeant doit identifier ça et mettre ça dans les éléments culturels. Et puis, il y a les codifiables. Donc, les codifiables, qu'est-ce qui est devenu presque un code chez nous, n'est-ce pas? Et que seuls nous comprenons et qui nous différencie des autres. Donc, par exemple, à HNC, on ne dit pas problème, on dit défi. Et si bien que parfois, les clients avec qui nous travaillons depuis 3 ans, 5 ans, parfois tu vas entrer là-bas et ils ne disent plus problème, ils disent défi, tu vois. Et c'est du codifiable. Il y a un mot chez nous à HNC qu'on appelle le badalo. En fonction du ton et la façon dont on le dit, etc., ça a plusieurs significations, mais c'est des codes. Voilà. Quand on est entre nous, on va rire beaucoup et dire des conneries. Bon, ne prends pas ça au sérieux, tu fais pas attention, tu vas penser que, bon, voilà. Et le fait de se clasher, par exemple, bon, on se clash, mais c'est pas méchant, tu vois. Et donc, quand le dirigeant a répondu à ces questions-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va structurer ça sous forme de philosophie. Qu'est-ce que nous croyons? Nous croyons que le résultat est possible, mais seulement pour les gens qui sont prêts à se battre. Quelles sont nos valeurs? On est content, mais on ne se contente jamais. N'est-ce pas? Nous sommes ce que nous vendons. Nous devons être les premiers à incarner, n'est-ce pas, l'excellence que nous voulons vendre à nos clients, la valeur que nous voulons vendre à nos clients. Quelle autre valeur? Eh bien, en même temps, c'est mieux. Donc, si nous pouvons faire vite, eh bien, nous produirons du résultat plus que les autres. Quelles sont nos pratiques clés? L'immersion totale dans la réalité, la traversée de la vallée de l'Isère avec la résilience, n'est-ce pas? La formation de nos équipes, tu vois? Voilà. OK? Les règles critiques et les règles strictes. D'accord? Bah, chez nous, on n'abandonne pas le travail. Chez nous, on parle pas mal à un collègue. Chez nous, on ne s'habille pas comme un tocard. Des trucs comme ça. Tu vois? Et donc, on va mettre ça par écrit et afficher ça pour les équipes. Et ça va être un élément de notre culture d'entreprise qu'on va vendre. Mais vous voyez que cela découle de la pratique. C'est pas de la théorie. Le défi souvent avec la plupart des valeurs ou de la philosophie formulée dans les entreprises, c'est qu'on appelle un consultant qui ne connaît rien de nos facteurs clés de succès, de nos immuabilités. Comme l'intégrité est une valeur avec laquelle tout le monde est d'accord, on dit intégrité. N'est-ce pas? Comme l'expérience client est quelque chose que tout le monde proclame, on dit expérience client. Comme l'engagement est quelque chose qui est
sonne bien, on dit engagement. Et comme le leadership semble être fait, on dit leadership. Tu vois. Et comme on fait que bon, tout le monde souhaite innover, on dit innovation. Et on met une liste de valeurs en croyant que c'est de la culture d'entreprise. Ah non. La culture d'entreprise doit découler, comme on vient de le dire. Donc, des signaux culturels et de ces éléments critiques. 4 éléments critiques qu'on vient de voir. Et c'est suite à ça qu'on va, n'est-ce pas, mettre ça au propre. Donc, dans les éléments identitaires de l'entreprise, la philosophie, sur quoi nous croyons, nos valeurs, ce que nous devons incarner, nos pratiques clés, ce que nous devons répéter, nos règles strictes et critiques, ce que nous devons respecter. D'accord? Bekis, j'ai trop parlé. Bekis, si tu permets, pendant qu'on y est, je voulais rappeler aux uns et aux autres que, eh bien, ce cours que nous sommes en train de voir, eh bien, nous l'avons, ce n'est qu'un extrait, hein, ce n'est qu'un extrait d'un cours qui est en ligne, c'est un cours de 3 parties. Vous allez voir que la partie qu'on voit aujourd'hui, c'est la partie liée donc du coup à la transformation culturelle et la création de la culture de l'excellence. Mais il y a d'autres parties telles que comment faire lorsque l'organisation n'est pas calibrée pour permettre d'atteindre ses objectifs, et donc comment faire pour, n'est-ce pas, piloter le changement, planifier, structurer et intégrer les changements au sein d'une organisation, comment s'assurer de ce que on puisse traiter les résistants au changement, surtout quand vous créez la culture et vous voulez la généraliser, la plupart des gens ne vous suivent pas. On a créé ça, on a mis ça dans un cours qui est fait pour vous. Si vous avez pu participer à cette classe digitale, c'est certainement que vous êtes intéressé par le thème. Et nous l'avons mis dans un cours qui s'appelle, n'est-ce pas, Management du changement organisationnel. C'est un cours on aurait pu vous vendre à $1000, à 597 000, mais il est aujourd'hui à $29.9 ou 19 900 francs CFA. Vous avez donc du coup la possibilité, sur la base d'un lien que Bekis va partager dans le conversé pour vous, vous avez la possibilité d'y souscrire tout de suite et dans les secondes qui vont suivre, vous allez pouvoir accéder à ce à quoi j'ai affaire là et suivre le cours. La bonne nouvelle, c'est que en suivant le cours, vous allez pouvoir faire des tests. Quand vous faites les tests, vous aurez dans la foulée votre certification, n'est-ce pas? L'autre chose que je voulais dire, c'est qu'en fait, ce cours vous donne également droit à un e-book. Le e-book s'appelle Piloter le changement. C'est un livre qu'on a écrit et qui vous permet de pouvoir le faire, de pouvoir voir comment est-ce que le changement se pilote. Beaucoup de gens récupèrent des équipes, veulent avoir de la légitimité, avoir de l'impact. On a dit qu'on a changé le logiciel et les gens contestent. On a changé le niveau d'objectif et les gens contestent. Vous avez voulu nommer un nouveau chef de service et les gens ne sont pas d'accord. Et vous perdez pied, vous êtes contesté et les choses ne se passent pas comme ça se doit. On a changé le prix des produits et les conditions tarifaires et les gens ne sont pas d'accord. Et vous peinez à pouvoir les mobiliser. Il y a de nouveaux projets et les gens n'arrivent pas à suivre et vous ne savez pas par quel bout prendre les choses. On a structuré ça dans ce cours qui s'appelle Management du changement organisationnel et transformation culturelle, auquel vous pouvez souscrire dès maintenant et tout de suite à seulement $29.9 ou 14 900 et suivre le cours. Donc, comme vous le voyez, on a parlé longuement et 19 900 autant pour moi et $29. Donc, on a parlé longuement de ça et vous avez la possibilité de le suivre et avoir votre certificat en management du changement organisationnel. 4 chapitres, 39 leçons pour faire passer à une dimension supérieure. Encore une fois, si vous étiez là ce soir, ce que vous avez entendu, ce n'est qu'un avant-goût de ce que vous allez trouver là-bas. L'autre chose que je voulais pas voir, c'est que ce qu'on est en train de voir en termes de modéliser la culture d'entreprise, on l'a mis dans un e-book gratuit, n'est-ce pas? Donc, je suis en train de défiler là. Donc, ce e-book gratuit permet de comment faire pour créer une feuille de route de transformation culturelle, comment créer et modéliser les caractéristiques identitaires et comment orchestrer l'animation culturelle. C'est un e-book gratuit qu'on met à votre disposition également. Là, si on voit mon écran, bien sûr, mon écran. Et c'est gratuit. Qui va partager dans le conversé les liens. Si vous n'avez pas obtenu, si vous avez été inscrit à cette classe, c'est certainement que vous avez déjà reçu ça. Mais si vous n'avez pas reçu, vous pouvez, donc du coup, vous cliquer sur le lien et mettre votre adresse email pour qu'on puisse vous l'envoyer par email. Donc, quand j'ai dit ça, nous allons voir très rapidement comment est-ce que justement l'animation culturelle se fait de façon
précise. Eh bien, on a parlé de l'animation. Il y a des gens qui se cassent la figure lorsqu'ils veulent apporter des transformations à la tête d'une nouvelle équipe, donc ils ont intégré. D'accord? Alors, quelles sont les erreurs qu'ils ont l'habitude de commettre et qui font que ils ont souvent du mal à véhiculer leur message, à mobiliser autour des changements. Premièrement, tu arrives quelque part et les gens font les choses d'une manière donnée. Et tu ne commences pas à dire que la façon dont ils font les choses n'est pas une bonne façon de faire les choses. Ça veut dire que tu ne connais pas la dynamique culturelle de l'organisation. Tu ne sais pas s'ils le faisaient bien et que des événements se sont produits et qui font qu'aujourd'hui ils ne le font plus bien. Donc tu viens ici, tu veux tout changer. N'est-ce pas? Ensuite, tu ne t'arrêtes pas pour dire que, ok, sur la base de ce que j'ai constaté, quelle est la dynamique culturelle que je vais créer? N'est-ce pas? Ensuite, tu n'utilises pas des leviers d'optimisation culturelle tels que la légitimité, par exemple, tels que les résultats rapides qu'on appelle les quick wins, tels que l'exemplarité, la qualité de ton leadership personnel pour pouvoir y arriver. Donc, quand tu commets ces erreurs-là, ça ne marchera pas. Ensuite, tu t'attends à ce que les consciences grandissent avant que l'entreprise ne grandisse. C'est la maturité organisationnelle qui renforce la maturité culturelle et qui va favoriser la transformation culturelle. Donc, il faut que tu aies la patience que l'entreprise puisse grandir, que les gens voient que ce que tu as toujours proclamé, à quel point ça donne du résultat. C'est seulement dans ce cas qu'ils vont adhérer donc, du coup, à ton message prophétique, à ton message de leader transformateur. Ensuite, quand tu oublies de continuer à optimiser les leviers, par exemple, tu organisais des team building, tu organisais des one-to-one, tu parlais aux gens, tu saluais les gens le matin quand tu arrives, tu t'occupais des sujets de chaque personne et ça a permis de renforcer les liens. Et tu as arrêté de faire ça. Ça ne marchera pas, n'est-ce pas? Il y a des valeurs et principes qui vont permettre à la culture souhaitée de s'implanter. On a vu ça tout à l'heure. On a parlé des signaux culturels, on a parlé des facteurs clés, on a parlé des immuabilités, on a parlé des exclusivités, n'est-ce pas? On a parlé des codifiables et tu n'as pas intégré clairement ces éléments-là. Tu as oublié d'insérer les atouts historiques et qui ont permis à l'organisation de réaliser des exploits et qui continueront de permettre à l'organisation de réaliser des exploits. Tu n'as pas tenu compte de ça. Toi, tu veux tout renverser, hein, tu renverses la table, ça ne marchera pas, n'est-ce pas? Tu continues à traiter de la même manière les gens qui font 2 à 3 fois le chiffre que tes concurrents veulent. Tu ne valorises pas les petits qui étaient avec toi. Tu vois, ça ne marchera pas non plus. Tu n'utilises pas la formation et les activités de team building pour accompagner la transformation voulue. N'est-ce pas? Et tu ne t'assures pas de continuer à driver l'équipe vers la conscience que tu veux, mais de façon précise, avec des valeurs ajoutées, avec des ingrédients, comme on a pu le voir, qui te permettent donc, du coup, de pouvoir renforcer donc, du coup, la dynamique culturelle. Donc, quand tu commets ces erreurs-là, ça ne marchera pas. Alors, en termes d'animation culturelle, il y a 10 méthodes très fortes qui permettent donc, du coup, d'y arriver. Le principe de départ, c'est qu'en fait, devient culturel ce qui a été cultivé. Devient culturel ce qui a été cultivé. Donc, il est vraiment important que tu puisses t'assurer de ce que tu reconduises tout ce qui est nécessaire à la transformation et à l'optimisation et à l'obtention, du moins, j'allais dire, de la culture souhaitée. Mais attention. Alors, on a 10 points. On a 10 points. Je ne sais pas si vous arrivez à voir les 10 points. J'aimerais que chacun d'entre nous se donne environ 1 minute pour lire les 10 points. Et en lisant les 10 points, vous allez voir que ce n'est qu'à partir du point 6 que tu commences à proclamer les valeurs. Tu vois? C'est seulement à partir du point 6 que tu proclames les valeurs. N'est-ce pas? Moi, je n'oblige pas les gens à respecter les valeurs qui sont les miennes. Pourquoi? Parce que je considère que, eh bien, je ne suis pas encore au point 5, qu'on appelle la performance visible. Parfois, nous, les dirigeants, nous sommes des utopistes. Enfin, nos collaborateurs nous considèrent comme des utopistes. Nous sommes au point, nous commençons par la clarification des valeurs, alors qu'en réalité, ce n'est pas les valeurs qui permettent aux gens d'adhérer à une culture. Non, pas du tout. Ce n'est pas les valeurs. C'est 1, le partage de la vision. N'est-ce pas? 2, la clarté de la stratégie. Vous devez rester cohérent par rapport à la stratégie d'entreprise. 3, l'exemplarité. 4, l'incision dans l'application de cette exemplarité. Et 5, quand vous faites les 4 premières choses, les résultats sont visibles. Donc, l'incision à précision chirurgicale opérationnelle, par exemple, permet de garantir les résultats, de produire des résultats précis. Et quand les résultats sont produits, la performance va s'accumuler.
Et quand la performance s'accumule, on dit les résultats donnent du pouvoir. Vous gagnez donc du coup en légitimité. Et les gens deviennent tellement impressionnés par ce que vous arrivez à faire. Et ils se demandent, mais comment est-ce qu'ils arrivent à faire ça? Et c'est là que vous venez pour leur dire, voici les valeurs que je respecte et qui permettent d'y arriver. Et ensuite, vous allez passer à la systématisation. C'est-à-dire, le fait de commencer par amener chaque personne à faire systématiquement la même chose que vous et à penser systématiquement comme vous. Donc, vous forcez cette fois-ci l'appropriation des valeurs. Mais vous n'avez pas la légitimité pour forcer l'appropriation des valeurs et la systématisation du mode de pensée et d'action, des habitudes et des pratiques, si vous n'avez pas réussi à cocher le point 1, le partage de vision, le point 2, la clarté stratégique, le point 3, l'exemplarité, le point 4, l'incision opérationnelle et le point 5, la performance visible. Celui qui a produit du résultat avec une façon de faire impressionne les gens. Et les gens disent quoi? J'ai envie de lui ressembler. Et quand les gens disent qu'ils veulent lui ressembler, ils disent, ok, tu veux me ressembler? Ils disent, ok, voici les valeurs qui m'ont permis d'y arriver. Ils disent, d'accord, je suis prêt. Et tu vas maintenant les accompagner, donc du coup, à s'approprier ces valeurs à travers la systématisation. Ensuite, le point 8, utiliser les activités de team building, de renforcement des liens d'équipe pour partager les valeurs, pour rappeler aux gens ce qu'on doit faire, etc. Et ensuite, utiliser les one-to-one. Les one-to-one, faire des missions ensemble, par exemple, aller sur le terrain ensemble, travailler sur les dossiers ensemble, veiller ensemble, passer le week-end ensemble, etc., à terminer un travail. Et pendant ce temps, tu en profites pour partager la vision, la valeur avec les gens. Et quand tu fais ça, ceux qui sont en place vont s'approprier la culture d'entreprise. Mais le point 10, c'est le process d'intégration des nouvelles recrues. Donc, les nouvelles personnes qui sont recrues doivent passer, donc du coup, on doit faire en sorte qu'ils puissent être témoins des 5 premiers points. Et ensuite, on les fait asseoir pour leur parler des valeurs et on va les coacher pour qu'ils puissent s'approprier systématiquement le mode de pensée et d'action de l'entreprise. On va les faire participer à des activités de team building eux aussi. On va faire des one-to-one avec eux. Et c'est ainsi que la généralisation culturelle va devenir donc du coup une réalité. Bekis? Très bien. Nous avons parlé de la systématisation culturelle. Donc, nous avons vu la création culturelle. On va voir donc comment on systématise la culture. Donc, la systématisation culturelle obéit à une formule très simple. Nous délivrons, on appelle ça la formule. La formule, c'est l'état d'esprit plus les pratiques égales à promesse de marque. Donc, l'excellence culturelle permet d'aboutir à la délivrance de la promesse de marque. C'est-à-dire que nous, une façon précise de garantir ce que nous avons promis à nos ayants droit, à savoir les actionnaires, les fournisseurs, les collègues, les clients, le régulateur, la communauté, etc., etc. Donc, et c'est ça qui va faire notre identité, c'est ça qui va faire notre unicité. Par exemple, avec le régulateur, à chaque fois que la commission bancaire ou le régulateur passe chez nous, il se rend compte de ce que tout est propre, tout est nickel. Pourquoi? À cause de nos pratiques et de notre état d'esprit. Le conseil d'administration sait qu'on peut compter sur notre organisation pour que les chiffres soient faits, contrairement à d'autres organisations qui n'arrivent pas à faire leurs chiffres, par exemple. Donc, on arrive à délivrer cette promesse de marque à leur égard. Les clients savent que nous délivrons le meilleur niveau de qualité possible, les meilleurs délais possibles, la meilleure expérience client possible, la meilleure productivité possible pour eux. Donc, c'est une promesse de marque. Mais cela est structurellement lié à notre état d'esprit et à notre pratique. Parce qu'on voit un peu. Donc, ce qu'on doit faire ici, c'est quoi? Lorsque nous voulons une culture donnée, nous allons dire, OK, quelle est la promesse de marque que nous voulons délivrer? Et eu égard à cette promesse de marque, quel est l'état d'esprit qui va permettre d'y arriver? Et quelles sont les pratiques qui vont y arriver? Donc, l'état d'esprit, c'est quoi? C'est une façon précise de penser, d'être et de se positionner. Donc, une conception des choses. Si vous laissez dans votre entreprise une personne qui est en contact avec des clients et qui doit délivrer une promesse de marque précise, et que cette personne se permet d'avoir sa concession à lui des choses qui est différente de la concession à vous des choses, ça ne marchera pas. Je me rappelle une personne à qui j'ai dit, OK, tu n'as pas ta place ici apparemment. Un jour, je lui ai dit, voici notre vision. On était en réunion. Et j'ai dit, notre vision, c'est très simple, transformer la vie des gens, être riche abondamment et partager ses richesses pour la gloire de Dieu. Il dit, bon, transformer la vie des gens, hein, mais nous, on va manger quoi? Quand il a dit ça, il a dit, OK, j'ai compris. Tu n'as pas ta place ici parce qu'en fait, cette façon de penser que toi, tu veux gagner l'argent avant d'apporter de la valeur aux gens, ça ne correspond pas à ce que nous, on fait ici. Et j'étais strict par rapport à ça. Donc, quelqu'un qui a un mode de pensée qui est contraire à notre façon de penser, et quelqu'un dit, ah, mais tiens, on dit quelqu'un va dire, par exemple,
On dit on va faire des formations, on va prendre, et puis bon voilà, c'est pas évident. Je dis mais les clients à qui nous on vend, c'est pas évident pour eux. Donc, si tu n'as pas l'état d'esprit d'une personne qui peut produire du résultat, lorsque les choses ne sont pas évidentes, tu n'as pas ta place ici. Et il faut être vraiment strict par rapport à ça. Les pratiques, une façon précise de faire, de procéder, d'engager, d'interagir et de garantir le résultat. On peut les retrouver dans les valeurs, on peut les retrouver dans la méthodologie, le rythme de travail. Il faut être strict par rapport à ça parce que c'est l'état d'esprit plus les pratiques qui permettent de délivrer la promesse de marque. Et c'est l'état d'esprit plus la pratique qu'on appelle donc du coup la culture d'entreprise. L'autre chose que je voulais préciser, c'est qu'en fait, il faut comprendre quelque chose de très important. La culture de la performance est permise par les dirigeants, est scénarisée et orchestrée par les dirigeants. Ça veut dire quoi? Les résultats auxquels une entreprise aboutit dépendent de ce que l'entreprise fait et les choses que l'entreprise tolère et on fait dans cette entreprise-là. Et les résultats, les choses que l'entreprise fait ou les gens font dans l'entreprise dépendent de ce qu'on se dit au sein de l'entreprise. Donc, comment est-ce que je prends le contrôle du narratif et de l'actif et du constructif au sein d'une organisation? En me demandant clairement, OK, quels sont les résultats que nous avons actuellement? Est-ce que ce sont de bons résultats? Sinon, quelles sont les pratiques et les attitudes, les comportements, les façons de faire qui ont conduit à ça? Et quand nous prenons ces façons de faire que nous avons, ces pratiques que nous avons, qu'est-ce que nous nous sommes dit et que nous nous disons souvent et qui ont conduit à ça, à ces comportements, à ces pratiques-là, et qui ont conduit à nos résultats avec lesquels nous ne sommes pas d'accord actuellement, nous ne sommes pas satisfaits actuellement. Ensuite, on va dire, OK, et donc, ça veut dire que ces pratiques et ces façons de penser doivent être proscrites, éliminées, comme de la peste. Un peu. Maintenant, on va dire, OK, quels sont les résultats que nous voulons obtenir? Et quelles pratiques vont amener à ces résultats? Quelles habitudes vont amener à ces résultats? Quel modèle, quel mécanisme, quel système, quelle méthode, quels vont conduire à ces résultats? Et qu'est-ce que nous devons nous dire pour accéder à ces méthodes, nous approprier ces méthodes, ces façons de faire pour aboutir exactement à ces résultats? Donc, vous voyez qu'on peut décliner précisément la façon de penser dans une organisation et la façon de faire les choses dans une organisation eu égard au résultat qu'on veut produire. Donc, quand je parlais d'incohérence culturelle ou d'inconstance culturelle, de passivité culturelle, c'est qu'en fait, les dirigeants qui veulent produire des résultats précis dans une organisation laissent prospérer des pratiques en incohérence et en dichotomie par rapport aux résultats qu'ils veulent avoir. Ils laissent prospérer des façons de parler, des façons de penser, des façons de dire qui sont en incohérence par rapport aux pratiques et aux habitudes et aux mécanismes et aux rythmes qu'ils veulent avoir. Et donc, ils poussent les gens à produire des résultats. Et ça ne donne pas. C'est-à-dire que normalement, la production du résultat devient naturelle lorsqu'on a réussi à créer la culture du résultat. Mais c'est quoi la culture du résultat? La culture du résultat, c'est quoi? Ce sont des pratiques orientées résultat et des pensées orientées résultat. Le résultat découle de pratiques orientées résultat et les pratiques orientées résultat découlent des pensées et des philosophies orientées résultat. Donc, si vous n'êtes pas en train d'obtenir du résultat dans votre organisation actuellement, il y a de fortes chances que vous n'ayez pas de pratiques orientées résultat. Et que si vous n'avez pas de pratiques orientées résultat, c'est lié essentiellement au fait que vous n'avez pas une philosophie, une conception des choses orientées résultat. C'est pour ça qu'on ne peut pas se permettre que n'importe qui vient de n'importe où vienne dans une organisation et qu'on fait prospérer une façon de penser. On doit demander est-ce que c'est un alignement parfait avec le type de résultat que l'on veut avoir. Donc voilà comment la transformation culturelle s'opère. Voilà comment on crée la culture du résultat. Culture du résultat égale à quoi? Égale à pratique du résultat plus philosophie du résultat. Vous voyez un peu. Donc, chaque organisation veut des résultats précis avec des indicateurs de résultats précis. Sur la base des résultats que nous veut avoir, on doit détecter, identifier et dicter les pratiques qui doivent conduire à ça et le mode de pensée qui doit conduire à ça. Et cela doit être très strict. Ce qui va m'amener à quelque chose de très important, à savoir que nous devons dicter la façon dont on doit manager les gens chez nous. On appelle ça le leadership model. Un peu. Donc, nous allons voir ensemble ici un exemple de leadership model. Donc, il faut dire qu'un leadership model est caractérisé par quelques éléments simples. On dicte au manager, voici comment vous devez manager vos collaborateurs.
On ne laisse pas aux gens de manager leur collaborateur comme ils veulent. N'est-ce pas? Donc, il y a la conviction, il y a les valeurs, il y a les qualités, il y a les interactions. On doit dire quelle est la philosophie à la base de notre façon de manager les équipes. Quelles sont les valeurs à la base de notre façon de manager les équipes et que tout manager doit avoir et qui doit s'inspirer pour manager ses collaborateurs. Quelles sont les qualités qu'un manager doit avoir? Quelles sont les attitudes qui sont attendues d'un manager chez nous? Et quelles sont les interactions qu'un manager doit avoir avec ses collaborateurs pour les capacités, pour les élever, pour les émuler et les faire performer? On appelle ça le leadership model. Et de façon pratique, voici un exemple de leadership model d'une entreprise par exemple. Exemple, incarnation. Il est attendu d'un manager de notre entreprise qu'il soit l'incarnation de la vision et des valeurs dans tout ce qu'ils sont, dans tout ce qu'ils font et dans tout ce qu'ils ont. Valorisation. Aucune interaction ni intervention des managers ne doit laisser paraître la moindre dévalorisation des collaborateurs. Équipement. Les managers sont tenus de s'assurer que les collaborateurs ont les outils et la formation requis pour réussir leur travail. Autonomisation. Les managers disposent de 5 mois pour rendre autonome chaque collaborateur qui rejoint leur équipe. Remplaçabilité. Pour être promu, un manager doit indiquer le collaborateur qu'il a formé et qui peut le remplacer parfaitement. Autrement, il n'aura pas la promotion. Plan Next Step. Les managers sont les responsables de la gestion de la carrière et de l'avancement de leurs collaborateurs. Donc voilà un exemple de leadership model que on peut imposer à tous les managers qui sont dans notre équipe. Et l'évaluation annuelle des managers va être basée sur est-ce qu'ils respectent ou non ce leadership modèle. Et il faut être strict et dictateur en la matière. Vous ne pouvez pas vous permettre de manager des collaborateurs d'une manière donnée en respectant par exemple l'incarnation, valorisation, équipement, autorisation, remplaçabilité et financière. Vous le faites et vous laissez vos collaborateurs qui sont en face de vous et qui managent des équipes ne pas faire la même chose. Ben, s'ils ne le font pas, ben, tiens, vous allez avoir quoi? L'incohérence culturelle. Le chose qui permet d'éviter l'incohérence culturelle, eh bien, c'est la rigueur dans l'application culturelle, n'est-ce pas? De la rigueur dans l'application culturelle. Ça veut dire quoi? Une fois que vous avez une culture d'entreprise qui produit du résultat, il y a 6 hésitations qui sont interdites. La première, la peur d'être directif, n'est-ce pas? Les gens attendent du dirigeant qui dessine le schéma culturel. Il ne doit pas avoir peur de détruire ça. La peur d'être trop secteur. Votre différence fait votre différence. Donc, s'il y a un point qui fait la différence, il faut l'intégrer parce que c'est vous, c'est ça qui vous différencie des autres. N'est-ce pas? La peur d'être dur. Quand vous avez une identité qui marche, des méthodes qui marchent, un état d'esprit qui marche, des apports qui marchent, il ne faut pas laisser quelqu'un prospérer dans votre organisation si la personne n'est pas prête à ça. Alors, moi, nous ne l'applique pas encore au niveau opérationnel, mais sur les coachs que nous avons, on est très, très dur par rapport à la sélection des coachs. Il y a des missions qu'on ne peut pas te confier si tu n'incarnes pas un certain niveau de valeur par rapport à qu'est-ce qu'un coach doit incarner. On est très dur là-dessus. Voilà. La peur de trancher. Donc, une identité est forcément tranchante. Donc, vous ne pouvez pas faire 2 poids 2 mesures en matière d'identité. C'est votre identité, vous êtes strict par rapport à ça. Il faut avoir peur de brusquer. Par exemple, chez nous, ici, on n'a pas peur de brusquer. Donc, c'est dès le début qu'il faut montrer aux nouveaux entrants comment les choses se passent chez vous pour tuer en eux toute velléité de différenciation. Il ne peut pas être différent de ce qu'on est. Maintenant, il ne faut pas avoir la peur d'éliminer. Si par exemple, il y a un élément dans votre culture qui ne marche plus, il ne faut pas avoir la peur, donc du coup, par exemple, moi j'avais une culture de l'informel qui faisait que, bon tiens, on prend des engagements auprès des collaborateurs, on dit des choses, mais on ne les formalise pas. Eh bien, comme c'est la parole de l'autre contre la tienne, donc j'ai vu qu'à un certain degré, l'informel n'est pas une bonne chose. J'ai eu la chance d'avoir de nouvelles personnes qui sont venues autour de moi et qui m'ont démontré qu'il faut tout formaliser. Tu vois, même si tu penses quelque chose de différent, tu veux par exemple faire une faveur à un collaborateur, il faut formaliser l'application de la règle, quitte à ce que tu lui fasses une faveur après. Tu vois, quelqu'un doit passer un conseil de discipline, on vient d'avoir une demande d'explication à une personne, il faut lui envoyer formellement la demande d'explication. Quitte à ce qu'on soit indulgent envers lui dans l'application, ça c'est autre chose. Donc moi j'avais le trop informel administratif dans la façon de faire les choses et ce n'est pas bon pour l'organisation. Donc j'ai éliminé ça. En tout cas, j'ai laissé les gens autour de moi éliminer cela et c'est quelque chose de très très important. Donc voilà les 6 hésitations qu'il ne faut pas avoir, les 6 peurs qu'il ne faut pas avoir lorsque on doit implémenter une culture. Quand j'ai dit ça à Bekis, nous sommes pratiquement à 2 heures de session. On a assez partagé aujourd'hui et comme je l'expliquais tout à l'heure, on a la possibilité donc du coup de continuer à suivre ce cours
ce contenu du moins, en suivant le cours, on a mis du changement organisationnel. Nous n'avons vu qu'une petite partie de ce qu'il y a là-dedans. On a vu à peine 7 points, alors qu'on a jusqu'à 39 points qu'on a développés dans le cours et on peut y accéder à 19 900. Je rappelle qu'à partir du mardi prochain, le prix va remonter à 29 000, non, 37 500, je crois. Donc, autant profiter de l'opportunité maintenant pour pouvoir